Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinar, qui est le deuxième d'une série, consacrée au contenu qui génère des performances business. Donc comment, produire des contenus, performants qui génèrent de l'acquisition. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à comment créer des briefs optimisés. Alors c'est parti, avant de commencer, je me présente. Donc, je suis le directeur général de Cenec. Cenec, on est une plateforme slash agence de production de contenu web et SEO. On mise sur l'intelligence humaine pour garantir la qualité de contenu et également la performance de nos contenus. Hem, Parce que, pour nous, c'est ce qui c'est la singularité des contenus, qui permet de les faire émerger, notamment en SEO. Et pourquoi je dis plateforme/agence? Parce qu'on est une agence, on a un niveau de service, un accompagnement, et des interlocuteurs, pour vous conseiller, tout comme une agence, et on a simplement développé une plateforme, qui nous permet de gagner en efficacité, de gagner du temps dans la collaboration, dans les échanges, dans les briefs, dans la réception des contenus, et cetera. Notre ambition, c'est de faire gagner nos clients sur tous les tableaux, et on y arrive grâce à des équipes qui sont, formées aux meilleures pratiques du web, que ce soit la qualité rédactionnelle, l'optimisation SEO, des délais relativement courts, une super expérience de pilotage, un accompagnement dédié, et tout ça à des tarifs compétitifs. On a vraiment cette vision, que les contenus sont un levier d'acquisition puissant, et les contenus sont pas là, simplement pour faire joli, mais effectivement pour, générer du trafic qualifié et des ventes. Donc aujourd'hui, on va aborder, la partie brief, qui est hyper importante, bien sûr, puisque c'est grâce au brief, qu'on met, les producteurs de contenu, les rédacteurs sur la bonne direction, sur les bons rails. Et donc les briefs, ils doivent contenir un certain nombre d'informations, comme par exemple, le format du contenu, bien entendu, le style et le ton, souhaité, le nombre de mots, l'angle souhaité, si possible un plan, le champ sémantique, et ça doit s'intégrer dans une arborescence, ce qu'on appelle, des cocons sémantiques, pour apporter le plus de performance possible à vos contenus, et avec un maillage interne, travaillé. Donc on va voir un petit peu tout ça. Hem, alors avant de commencer également, je voulais, vous poser une question. Alors le chat, les sondages sont pas super pratiques, pour pouvoir poser ce type de questions, donc je peux pas vraiment vous demander d'y répondre, mais je vais vous donner directement la réponse, qu'on a obtenue, en interrogeant plus d'une centaine d'experts SEO via une étude, sur l'avenir du contenu web et SEO, à la question: «Comment évaluez-vous l'importance relative des 3 piliers du SEO?» Donc les 3 piliers du SEO, ce sont les contenus, le netlinking et la technique, même si on peut, en rajouter d'autres qui gravitent autour, comme par exemple l'UX. Et voilà ce que nous ont répondu, un peu plus de 100 experts SEO, qui ont classé donc le contenu comme le pilier, le plus important, pour, performer en SEO, suivi de la technique et enfin du netlinking. Donc, on voit que le contenu, est assez central, et c'est toujours, le sujet, principal, en général pour pouvoir, performer, pour pouvoir, générer du trafic, SEO, avec les contenus d'un site internet. Si vous souhaitez télécharger l'étude complète, vous avez un petit bouton normalement, juste en bas, qui vous permettra d'y accéder. En intro, alors, si vous êtes là, c'est que je pense que vous êtes convaincu que le contenu est un levier d'acquisition puissant. C'est un levier d'acquisition puissant pour 3 grandes raisons. La première, c'est que le ROI du contenu est très bon par rapport à l'ensemble des autres leviers marketing. Il a un potentiel de volume, de génération de volume de business immense. Puisque c'est l'ensemble des internautes qui posent des questions à Google sur vos sujets. Et également, le SEO a un impact long terme, donc ça, c'est aussi, très intéressant sur ce levier. C'est pas comme, un spot télé,
ou une campagne payante, digitale payante qui va avoir un effet uniquement, sur l'instant. C'est essentiel le SEO pour être découvert et acquérir des clients, notamment quand on est une marque qui a une notoriété relative. Là, vous voyez l'exemple de Luco, qui est une assurance et qui, apparaît première sur, Google sur le mot-clé «assurance trottinette électrique». Donc forcément, comme vous pouvez vous l'imaginer, si, Luco n'était pas premier sur, assurance trottinette électrique, eh bien, assez peu de chances d'être découvert, en face, des grands acteurs comme, la MAF, comme, la Maif, comme, la Massif, comme Allianz, comme la Matmut. Hem et heu et donc c'est une, vraie performance pour eux que d'être, 1 sur ce type de mots-clés, qui sont des mots-clés, assez business et ça vient forcément d'un travail, méticuleux sur, leur SEO et sur leur contenu. La recommandation, pour vos contenus, c'est vraiment de maximiser les contenus à vocation SEO, à vocation de performance. Ça ne veut pas dire que les contenus, à vocation de communication pure sont pas intéressants. Ça peut être des lead magnets comme des e-books justement, comme, des contenus, qui, mettent en avant une vraie expertise, profonde, technique. Mais c'est pas ça qui va ramener, en 1er lieu en SEO des visiteurs sur votre site qui vont découvrir vos solutions. Et donc la recommandation, c'est vraiment d'avoir, plus de 80 de contenu SEO dans un but de performance. Les 3 grandes étapes pour du contenu de qualité, c'est 1, identifier et prioriser les mots-clés à cibler. Donc ça, c'est ce qu'on a vu lors du précédent webinar. C'est ce qui vous permet donc pour chaque, brief, de savoir quelle est la requête Google que vous allez cibler, sur laquelle vous allez vouloir vous positionner, sur laquelle vous allez vouloir que vos pages soient visibles, en première page, des moteurs de recherche. Donc si vous souhaitez, revoir ce webinar, pareil, vous avez un petit bouton, sur lequel vous pouvez, cliquer pour y accéder directement, et je vous mets aussi le lien, d'un autre webinar, assez intéressant qu'on avait fait sur, l'impact de l'IA sur le contenu web et SEO. Donc n'hésitez pas si vous les avez loupés. Et donc la deuxième étape, c'est celle qu'on voit aujourd'hui, c'est celle de créer des briefs optimisés, pour vos créateurs de contenu, pour vos rédactrices et rédacteurs. C'est une étape qui est vraiment clé, parce il peut y avoir une déperdition d'informations, en fait, entre ce que vous avez en tête, entre ce que vous avez planifié, en amont de manière, stratégique, de manière, SEO et ce que votre rédacteur ou votre rédactrice va comprendre et va identifier comme important. Donc c'est vraiment important de mettre, les bons éléments dans les briefs et de les enrichir, parce que s'il y a cette déperdition, s'il y a cette perte d'information et s'il y a pas les bons éléments ensuite dans le contenu et ben, ça va vraiment, pénaliser les performances du contenu et ça, c'est hyper dommage, surtout si on a mené, en amont, en première étape, une étude sémantique, une étude de mots-clés et qu'on sait exactement quels mots-clés, aller, prioriser, aller cibler pour générer des performances et pour, générer du business. Hem Si vous souhaitez récupérer les slides, c'est possible également. N'hésitez pas, à cliquer sur, ce petit bouton, et on vous les enverra avec plaisir. Alors, on va commencer par le format. Donc déjà, si on se souvient, vous avez identifié, lors de l'audit sémantique, lors de l'étude de mots-clés, vous avez identifié les mots-clés, les requêtes Google prioritaires, à aller cibler, donc celles qui ont le plus gros potentiel SEO. Ces requêtes-là, c'est celles qui ont, les plus gros volumes, premièrement, mais qui sont, en plus de ça, des requêtes qui sont qualifiées. Donc ça veut dire c'est des les internautes qui les tapent sont des internautes qui sont qualifiés par rapport à ce que vous vendez, qui sont pertinents par rapport à ce que vous vendez, qui sont proches de vraiment rechercher la solution, enfin qui ont les problèmes que vous solutionnez, qui sont proches d'acheter aussi, une solution comme celle que vous proposez. Heu
et on priorise également sur, par rapport à la au niveau de compétitivité de ces requêtes, à la difficulté SEO de se positionner. Puisque si par exemple vous êtes un site assez jeune, et sur un secteur, assez compétitif, peut-être il va falloir aller identifier des quick wins, et commencer par des contenus qui vont vous permettre de vous positionner sur des requêtes un peu plus accessibles, pour vous construire une autorité de domaine et ensuite pouvoir, aller chercher les grosses, requêtes. Hem et donc une fois qu'on a fait ça, l'étape suivante, c'est d'identifier quel type de contenu, on doit produire pour aller capter le trafic. Pourquoi? Parce que pour chaque requête, eh bien, que ce soit l'internaute ou Google, attendent un type de réponse, sous un format, spécifique et si vous produisez un contenu qui n'est pas sur ce format, qui est sur un format qui n'est pas attendu, que ce soit par Google ou par les internautes, eh bien, vous aurez beau faire le meilleur contenu, du monde, vous ne pourrez jamais vous positionner sur, ces requêtes et sur ces mots-clés-là. Donc il va y avoir des requêtes qui vont être adaptées, à des pages de vente, d'autres qui vont nécessiter des articles informationnels, d'autres qui vont nécessiter des comparatifs, d'autres qui vont nécessiter des pages catégories, et cetera, et cetera. Il y a un certain nombre de grands types de contenus. Bien sûr, les articles de blog, les pages de vente, les pages catégories, font partie des contenus principaux. Mais il y en a un certain nombre d'autres, un peu plus spécifiques, selon les requêtes que vous ciblez. Donc comment faire pour, savoir quel format développer, format créer pour se positionner en face de chacune des requêtes que vous avez priorisées? On va le voir tout de suite. Ça passe par ce qu'on appelle l'intention de recherche. Petit rappel sur l'intention de recherche, il y a 3 sens, possibles quand on utilise ce terme. Le premier, c'est l'intention de recherche au sens de la SERP, donc de la page de résultats de recherche des moteurs de recherche. Hem, donc là, l'idée, c'est d'identifier, c'est de comprendre que derrière 2 requêtes Google différentes, peut se cacher la même intention de recherche de l'internaute. Donc typiquement, si un internaute tape selon Google, de ce qu'on voit des résultats de recherche, si un internaute tape maillot de bain ou si un internaute tape maillot de bain femme, eh bien, c'est la même intention de recherche derrière. On le voit parce que, les pages les sites qui sont mis en avant sur la première page, du moteur de reche des résultats du moteur de recherche sont les mêmes. Donc c'est les 2 captures d'écran, du milieu et de droite. On voit que c'est les mêmes réponses, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt d'avoir 2 contenus différents pour, ces 2 mots-clés-là, qui sont certes différents, mais qui, au final, représentent la même intention de recherche. En revanche, pour le mot-clé maillot, eh bien, on voit que l'intention de recherche, au sens de la SERP, elle est très différente puisque, les résultats proposés sont, pas du tout des maillots de bain femmes, mais, des maillots de foot. Donc ça, c'est le premier sens et le deuxième sens, donc par rapport au format de contenu, c'est celui qui nous intéresse, donc aujourd'hui, c'est le sens des formats. Donc pour chaque comme je le disais, pour chaque terme, pour chaque requête Google, qui est tapée, eh bien, il va y avoir un format attendu. Donc, il y a des formats, typiquement pour la requête investir à Annecy, le format attendu, ça va être un article informationnel ou un guide éducatif, avec des FAQ. L'internaute cherche à s'informer. Pour une requête comme, meilleure formation SEO, là, on va avoir un comparatif avec des descriptions de chaque formation, les avantages, les inconvénients. Et pour, par exemple, pendentif Ruby, là, on va être sur des pages catégories en général, avec un certain nombre de produits derrière, et du contenu, comme vous le voyez, en bas de la page catégorie pour sémantiquement, pousser la page catégorie. Donc c'est comme ça qu'on identifie quel format, créer et produire pour chaque mot-clé, pour chacun des mots-clés de votre roadmap de contenu. C'est tout simplement
en tapant cette requête dans votre navigateur, en navigation privée pour pas influencer les réponses, selon, votre navigation précédente et d'aller voir, les formats qui rankent, qui sont en première page, de Google, heu, pour pas, produire un contenu qui est à côté de la plaque, en termes de format. Donc par exemple, si vous tapez DRH, dans Google, vous allez voir que la majorité des pages qui sont poussées, dans les premiers résultats de réponse, ce sont des fiches métiers. Par contre, si vous tapez DRH freelance, là, on a 3 types de formats. On a soit des offres d'emploi, soit des profils de freelance, soit, des articles informationnels, pour devenir, DRH freelance. Si on tape expert comptable, là, on voit qu'on a des pages de vente. Alors, j'ai pas mis l'exhaustivité des réponses, hein, parfois sur les 10 premières réponses, il peut y avoir, aussi d'autres formats. Il n'y a pas toujours un format unique à respecter. Il peut y en avoir plusieurs. Là, j'ai mis en avant les pages de vente parce que majoritairement, on tombait sur des pages de vente, mais il peut aussi se glisser une fiche métier, c'est possible. Donc c'est marrant parce que, voilà, on a quand même des formats qui sont assez différents entre expert comptable et DRH ou même DRH freelance. Ça peut sembler être, le même type de mots, le même type de requêtes qui sont donc des métiers, mais derrière l'intention, qui a été identifiée par Google et donc l'intention aussi des internautes, puisque ce qu'identifie Google, c'est aussi les comportements des internautes, ce qui va plaire aux internautes, et bien, cette intention, elle est différente et donc il va surtout pas falloir, produire des contenus, pas adaptés en termes de format. Et expert comptable Lyon, là, 2 types de formats. On va être soit sur, une sorte d'annuaire, soit sur des pages de vente. Donc là, c'est la même requête, mais localisée avec le nom d'une ville derrière. Hem, mais si on tape, meilleur logiciel de comptabilité, là, pas de surprise, on est sur des tops, des classements, ou des comparatifs, donc top 10, top 5 des logiciels, comptables les plus utilisés. Là, on retrouve d'ailleurs, vous voyez, un site qui s'appelle, l'expertcomptable.com, sur la requête meilleur logiciel de comptabilité. Il est, sur la première page de Google avec, ce top, ce comparatif et il me semble, si je reviens en arrière, que sur expert comptable avec une page de vente, il était également dans les tops. Donc, là, j'ai l'impression qu'on est quand même, sur des mots-clés assez compétitifs, avec un site qui, à mon avis, travaille plutôt bien en SEO et en contenu puisqu'on le voit apparaître, fréquemment sur, plusieurs, mots-clés. Si on tape abonnement 20, là, on va être sur soit des pages de vente, comme vous le voyez à gauche, soit, un annuaire ou un comparatif, comme vous le voyez à droite. Si on tape Jaguar, alors là, on voit qu'en tapant Jaguar, Google, pense en priorité qu'on recherche des informations sur des voitures, de la marque Jaguar, mais comme il sait qu'il y a une autre possibilité, il a indiqué en haut, il nous propose d'afficher les résultats pour, l'animal jaguar, s'il a mal identifié notre intention et d'ailleurs si, je pense que si Google se rend compte au fur et à mesure du temps, soit il mène des AB tests, en continu, soit au fur et à mesure du temps, s'il se rend compte que la majorité des gens qui tapent jaguar, au final, cliquent une deuxième fois cliquent sur afficher les résultats pour jaguar l'animal, peut-être qu'il va changer son approche et qu'il va inverser, sa réponse première. Nouer une cravate, là, on voit qu'on est sur des tutoriels, avec un top en général, d'un certain nombre de différents nœuds de cravate, et quelque chose d'assez didactique, avec des vidéos aussi, pour, aider la personne, à faire ses nœuds de cravate. Donc voilà, vous voyez un peu la variété donc c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est quelques exemples, mais ça vous montre que, c'est vraiment important de ne pas partir, sur un article de blog, par exemple, alors que, la requête peut attendre, une page de vente ou une page catégorie puisque là, vraiment ça va être du travail perdu, ça va être un investissement, perdu, pour créer des contenus qui vont vraiment pas performer.
Pour information, chez Senec, on a à peu près, une vingtaine de types de formats. On prend à peu près une vingtaine de formats en charge. On a un ADN qui est assez orienté SEO, donc beaucoup de nos formats ont une vocation SEO, mais on a aussi des formats qui n'ont pas de vocation SEO, qui ont des vocations, plus de communication, ou de vente ou de prospection. Hem, en Maintenant, on passe à la partie style et ton. Alors c'est également un élément qu'il faut que vous donniez, que vous transmettiez à vos rédacteurs, à vos créateurs de contenu, pour qu'ils s'imprègnent de votre style, qu'ils s'imprègnent de votre ton et qu'il y ait, in fine sur votre site une cohérence, et que l'ensemble de vos contenus, bah, ait le même style, heu et c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir, enfin de construire une marque forte, facilement identifiable, singulière, plutôt qu'une marque, générique, passe-partout et qui va pas forcément sortir du lot. Le style, alors lui, il a pas forcément d'impact, direct sur le SEO. Sauf que si vous partez sur un style qui ne correspond pas à votre cible, qui ne correspond pas, à l'audience que vous voulez aller chercher, eh bien, au type de persona, au client type, au prospect type que vous recherchez ou qui recherche le type d'information que vous poussez, eh bien, ça va quand même vous pénaliser indirectement puisque l'internaute va arriver sur votre page, il va pas forcément, se reconnaître dans vos contenus ou apprécier vos contenus et donc Heu, il va quitter votre site assez rapidement et donc ça va envoyer des mauvais signaux, quand même, au moteur de recherche. Là, vous avez par exemple 3 styles assez différents. À gauche, on est sur du tutoiement. Au milieu, on est sur du vouvoiement, mais assez informel, assez, décontracté, avec des emojis. Et à droite, on est sur quelque chose de très épuré, très professionnel, très propre, mais voilà, on sent qu'on est quand même sur un contenu qui est accessible et dynamique. Heu, donc heu, donc l'enjeu, c'est de définir, un style, une ligne éditoriale qui est vraiment singulière, qui ressemble, à l'ADN, aux valeurs de votre marque, qui est cohérente et qui est forte et pour ça vous pouvez vous poser un certain nombre de questions et également donner ces informations, à vos créateurs de contenu. Est-ce que, vous allez tutoyer ou vous voyez votre audience? Quel est le niveau de proximité, vis-à-vis d'eux quand vous allez leur parler? Est-ce que vous allez parler de vous-même en disant «on» ou en disant «nous»? Vraiment, aussi, heu enfin, vraiment avoir, une vision claire de qui sont vos personas, qui sont vos clients types, qui sont vos cibles, et les partager aussi à vos rédacteurs qui vont, se rentrer dans les chaussures, se mettre vraiment à la place, du lecteur. Hem Préciser les éléments de langage que vous souhaitez inclure et au contraire ceux que vous souhaitez proscrire des contenus, vos partager vos valeurs, un résumé, rapide de votre entreprise, les di quelles sont les différences, les singularités, ce qui vous différencie de vos concurrents, qui sont vos concurrents d'ailleurs, comment on parle de vous, dans les médias, est-ce que vous avez un storytelling de marque, une mission? Voilà, c'est tout un tas d'éléments, que dont on s'imprègne, avant de créer les contenus, notamment quand on part sur des projets avec un grand nombre de contenus. Voilà, c'est un travail qu'on mène dès le départ, et sur lequel on capitalise, sur, toute la suite, de la production des contenus. Pour le ton de voix, il y a un certain nombre de tons de voix principaux, qui reviennent assez souvent, soit des tons, assez orienté, vente commerciale, des tons décontractés, des tons, inspirationnels, humoristiques slash décalés. C'est assez rare, mais ça arrive. Des tons, informatifs, voire presque journalistiques, des tons, très professionnels, voire réglementaires, scientifiques. Et le ton qui revient le plus souvent, qu'on nous demande le plus souvent, chez Sénèque en tout cas, c'est un ton qu'on a appelé standard, qui signifie un ton, professionnel, mais donc très professionnel, tout en étant, accessible, et assez dynamique.
Là, comme vous le voyez, une petite capture d'écran de ce qu'on demande à nos clients de nous préciser, même si on voit pas très bien, mais on leur demande, forcément, bah, l'audience principale, à laquelle on s'adresse, le ton de voix, heu également des sources d'inspiration, en termes de style. C'est-à-dire que si vous avez du mal à formaliser ce qu'est votre ton, bah, le mieux c'est de pousser à vos rédacteurs ou rédactrices directement vos contenus de référence qui, représentent, typiquement votre style, que ce soit sur votre site ou sur des sites, de concurrents ou même d'acteurs, éloignés de votre secteur, qui ont, un style, qui vous correspond bien et ensuite on se cale dessus. Pour ce qui est du nombre de mots, donc forcément très important de le fournir, en amont, à vos rédacteurs et rédactrices puisque le nombre de mots, souvent, impacte le prix, que vous allez, payer, puisque c'est le temps passé, sur les contenus, hein, pour, pour la faire vite. Le nombre de mots, ça va être, pour chaque contenu, ni plus ni moins que le nombre de mots nécessaires pour répondre idéalement à l'intention de recherche. Donc inutile de produire plus de mots que nécessaire, ça va perdre le lecteur qui cherche quelque chose, parfois de très clair, très explicite, très court, très très simple. Donc sur certaines requêtes, heu, il y a vraiment pas besoin de faire des milliers de mots. Pour d'autres requêtes, un peu plus compliquées, qui nécessitent, de rentrer, plus profondément dans des sujets, soit pour comparer des outils, soit pour comprendre des notions. Là, à ce moment-là, on se rend compte quand on regarde, la SERP, quand on regarde la concurrence, et les réponses qui arrivent en première page de Google, que, on a à peu près obligation pour faire le tour du sujet, pour traiter le sujet, pour, adresser, l'ensemble des intentions de recherche, des sous-intentions de recherche, et bien qu'on a forcément besoin d'un certain nombre de mots et donc le mieux pour, définir le nombre de mots, qu'il va falloir, rédiger et produire pour chaque, mot-clé, pour chaque contenu, c'est donc d'aller, soit vous-même sur Google, en comptant le nombre de mots avec, hem, des petites extensions, comme, Word Counter ou des choses comme ça. Soit utiliser des outils comme, Your Text Guru, mais il en existe plein d'autres qui vont directement, sur, par rapport à une requête principale, vous donner l'ensemble des mots, enfin le nombre de mots, du top 10 de la SERP. Donc là, on a l'exemple avec la requête organiser un mariage. Organiser un mariage, c'est assez, voilà, ça nécessite pas mal d'organisation, pas mal de choses à mettre en place. C'est assez complexe, et donc forcément, on voit que pour, être en première page de Google, il va falloir entre, à peu près aller, 3 000 mots. En tout cas, le numéro 1 sur Google, il est pas loin de 3 000 mots. Le numéro 2, il est à 3 500 mots. On voit quand même que le numéro 3, il est à 1 500 mots. Donc, ce qui montre que la longueur des contenus, le nombre de mots ne fait pas tout. Il vaut mieux avoir un bon contenu, bien clair, bien précis, efficace, avec moins de mots, plutôt qu'un contenu qui se répète et qui paraphrase des informations, mais qui apporte pas de valeur ajoutée. Mais bon, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais en tout cas, là, on voit que pour cette requête organiser un mariage, a priori, il va falloir à peu près, 3 000 mots, ou plus, enfin voilà, autour de ce chiffre-là pour, aller, se positionner, en SEO. Ensuite, c'est assez, intéressant et important de fournir un angle et un grand titre de contenu, pour chaque, contenu. Donc c'est un peu la même chose, hein, pour moi, le titre principal du contenu, donc le H1 et l'angle, c'est vraiment ce qui détermine la direction, la façon de parler du sujet. Il y a 2 objectifs pour ce titre H1, pour cet angle. Le 1er, c'est évidemment de répondre à l'intention de recherche, donc il ne faut pas, s'éloigner de l'intention de recherche. C'est parce que c'est l'intention de recherche, c'est vraiment le critère principal pour se positionner en SEO. Et le deuxième objectif, c'est de se démarquer de la concurrence puisque, les moteurs de recherche n'ont aucun intérêt à aller positionner plusieurs contenus
identiques. Les contenus qui vont se positionner, c'est ceux qui apportent, un angle un petit peu différent, une information supplémentaire. Heu, voilà, donc inutile d'aller, faire un copier-coller de ce qui existe déjà. Donc là, on va voir un exemple avec la requête «faire des économies». Faire des économies, si on regarde les pages, les sites qui se positionnent en première page de Google, on a tous ces titres-là, tous ces angles-là, tous ces titres H1. J'ai mis en rose, ce que j'ai noté d'intéressant dans ces titres-là. Donc le premier, il présente quand même 83 astuces, pour faire des économies. Le deuxième, il est à 7 astuces à suivre et il parle de faire des économies chaque mois. Le troisième, c'est un troisième, quatrième, on est sur un top 5, top 15. Le troisième parle ajoute l'information de faire fructifier son argent. Le quatrième, on est sur, économiser un petit peu chaque jour. 8e, on est sur 8 astuces, au quotidien. Ensuite 5 conseils au quotidien. Ensuite, on a comment faire des économies, donc là, assez court, assez efficace, qui reprend, quasiment la requête Google. Une question que se posent directement les gens. Ensuite, on a 20 idées, pour faire des économies chaque jour et enfin, comment faire des économies sur les courses alimentaires. Donc là, on a la notion de faire des économies, mais sur un volet particulier des dépenses. Donc c'est une bonne source d'inspiration et à partir de là, on peut essayer de réfléchir à avoir, à quel titre faire, voilà, en s'inspirant de la concurrence, et en trouvant son angle et sa singularité. Donc là, une idée, qu'on pourrait avoir, ce serait d'un titre H1 qui serait: «Faire des économies, nos 10 techniques pour booster votre pouvoir d'achat sans effort». Bon, c'est un titre un petit peu long, à voir si on le raccourcit pas quand même. Mais, pour vous expliquer, pourquoi j'ai imaginé ce titre, la première raison, c'est que, j'aime bien mettre le mot-clé principal, donc la requête Google, dès le départ, enfin, en tout cas dans le titre H1 et le plus à gauche possible du titre. Donc là, c'est intéressant de l'avoir. On voit d'ailleurs que sur la SERP, tout le monde a mentionné forcément le mot-clé principal dans son titre, mais pas forcément à gauche. Donc là, c'est intéressant, ça montre à Google, même si Google est plus intelligent que ça, hein, mais ça lui montre quand même dès le départ, qu'on est sur cette information-là. Et après, 10 techniques, j'ai trouvé ça intéressant de parler de techniques parce qu'en fait, les gens qui souhaitent, faire des économies, c'est vrai que astuces, idées, bon, voilà, ça paraît un peu, c'est des petites astuces, mais on n'a pas forcément l'impression que ça va nous faire gagner des 1000 et des cents. Peut-être que technique, il y a une notion un peu plus secrète de vraies techniques, d'efficacité, heu, qu'on va partager dans l'article et enfin, pour, booster votre pouvoir d'achat sans effort. Alors là, voilà, j'ai voulu mettre pas mal d'informations, mais, voilà, la notion de booster le pouvoir d'achat, on l'a pas forcément dans les autres titres et le sans effort, ça rejoint un petit peu le un peu chaque jour, le au quotidien, mais, ça va, je pense, ça peut intéresser l'internaute puisqu'il quand on cherche à faire des économies, voilà, on n'a pas non plus envie que ça nous coûte, beaucoup d'efforts, hein. C'est comme si on baisse le chauffage, chez nous pour économiser de l'argent, on veut bien un petit peu, sans que quasiment, que ce soit indolore, mais si c'est pour perdre 5 degrés, c'est compliqué. Donc voilà, ça peut être intéressant. Les bonnes pratiques en termes de H1, c'est en tout cas, de bien décrire le contenu. Comme je le disais, d'avoir le mot-clé principal et si possible le plus à gauche possible. D'utiliser le champ sémantique, le contexte sémantique, donc bien sûr, c'est le mot-clé principal, mais si vous avez des mots-clés secondaires qui sont très proches, autant les caser également, pour bien insister dessus. Hem, D'avoir un titre unique pour chacune de vos pages puisque, comme on l'a vu, sur un précédent webinar, heu, il faut surtout pas avoir 2 contenus qui adressent la même intention de recherche parce qu'ils vont se cannibaliser, donc il y a vraiment aucune raison, ça ferait aucun sens d'avoir 2 contenus qui ont le même titre, H1. Rester simple, court, précis, concis, donc pas toujours facile, hein, de rester court. Il faut se forcer puisqu'on a envie de mettre pas mal d'informations. Et puis si possible de faire un titre vendeur, même si la priorité, du titre H1, c'est plutôt d'être, optimisé SEO que d'être vendeur puisque le titre vendeur, il va être, plutôt dans le title, qu'on va avoir sur la SERP alors que le titre H1, il va être sur la page du contenu et pas sur, la page Google des résultats de recherche.
Et voilà, donc ça le titre H1, il sert à montrer que notre page, est pertinente dès le départ, dès le début de la lecture et de préparer le terrain, pour la suite du contenu, pour s'assurer qu'on va avoir, de la valeur supplémentaire dans le contenu. Puisque quand on a un titre H1, c'est un peu une promesse, donc on fait une promesse de ce que le lecteur va lire derrière et donc voilà, ça nous met un cadre. On va être obligé ensuite de respecter cette promesse et d'apporter les informations, qui sont annoncées dans le titre H1. Et sachant que le titre H1, voilà, c'est un des vraiment, une des choses que voit le plus, Google et l'internaute, donc c'est vraiment hyper important. Et ensuite, on a, les titres de niveau inférieur, les titres à chaîne et le plan. Donc nous, chez Senec, on a l'habitude de faire des plans à partir d'un mot-clé principal, des structures optimisées. Mais bien sûr, on apprécie et puis, ça dépend avec qui vous travaillez, si vous avez l'habitude de travailler avec tel ou tel rédacteur ou pas. Mais forcément, c'est un ça prend du temps, mais ça va vraiment, améliorer la qualité du rendu sur le contenu derrière, si vous fournissez, la structure à votre rédacteur. Parce que, bah, vous pouvez avoir des attentes précises en termes d'optimisation SEO, en termes d'information, heu et hem et d'un rédacteur à l'autre, bah, tout le monde ne va pas forcément partir, dans la même direction et donc si vous avez des attentes précises et si vous voulez, garder la maîtrise, de cet aspect qui est assez, important sur les performances du contenu, si vous passez par des rédacteurs qui ont un qui sont plus ou moins avancés en termes de SEO, ça peut être, important de leur fournir la structure. Et là, c'est ce que j'appelle, le troisième sens de l'intention de recherche ou plutôt les sous-intentions de recherche. Donc c'est l'intention de recherche au sens des internautes, c'est-à-dire, bah, quelles sont les informations que les internautes vont rechercher, derrière dans leur contenu, une fois qu'ils ont tapé leurs mots-clés, dans Google. Donc c'est toutes les sous, questions auxquelles il va falloir répondre, auxquelles il va falloir pour lesquelles il va falloir apporter une réponse dans notre contenu, pour, satisfaire, bah, la curiosité, de l'internaute. Donc là, par exemple, pour acheter un chat, il y a un certain nombre de choses à savoir. Voilà, bah, déjà en termes de prix. Hem, ensuite, ça pourrait être, bah, voilà, avoir des informations sur le caractère des chats, sur la cohabitation entre plusieurs chats, comment avoir un environnement sécurisé, voilà, il y a un certain nombre d'informations, qui sont appelées par la requête principale et si, vous ne fournissez pas ces informations dans votre contenu, bah, pareil, assez peu de chances de se positionner, sur les moteurs de recherche en première page, en première place. Parce que encore une fois, l'intention de recherche, c'est vraiment le critère numéro un, le plus important. C'est aussi ce qui est ressorti de notre étude, sur, l'avenir, des contenus web et SEO auprès des experts SEO. Voilà, ça heu, c'est, heu, c'est c'est pas une variable qui évolue, au fil du temps. Il y a beau avoir, SearchGPT, Google, AI Overview, Perplexity, quoi que ce soit, le plus important, ça a été et ce sera toujours de répondre à l'intention de recherche. Donc c'est vraiment, hyper, hyper important, la structure et les informations qu'on va pousser dans le contenu, c'est hyper important pour, pouvoir, espérer se positionner, en SEO et générer des performances, du trafic, des ventes. Comment on fait ça? Comment on construit le meilleur plan possible, les meilleures chaînes possibles? Hem, la 1re chose, enfin le plus efficace, on va dire, le plus performant, c'est de faire, un état des lieux de toutes ces sous-intentions de recherche, heu, qu'il va falloir aller adresser et de regarder ce que fait la concurrence. Donc par exemple, sur, organiser un mariage, on va, ouvrir, les 8-10 premières pages, qui se positionnent sur cette requête et on va avoir un certain nombre d'informations, qui sont, avancées dans les contenus, qui sont communes à tous les contenus qui sont sur la première page.
Par exemple, les différents types de mariages et de cérémonies, les différents types de contrats, comment choisir une date, les alliances, et cetera, tout ce qui est en noir. Et après, bah, on va se rendre compte qu'en allant sur un autre le contenu numéro 2, le contenu numéro 3, et cetera, bah, chaque contenu a des spécificités, apporte des informations supplémentaires, apporte des précisions supplémentaires. Et voilà, le but, c'est de prendre l'exhaustivité de tout ça, le meilleur de tout ça, pour avoir un contenu, le plus complet possible qui répond au maximum d'intentions de recherche. Et c'est comme ça qu'on va avoir un contenu qui est meilleur que les autres puisqu'en fait, notre contenu, il va vraiment, répondre à toutes les sous-intentions de recherche. Donc on va ajouter, bah, le choix de l'heure qui n'était pas forcément dans tous les contenus, mais peut-être seulement sur un des 10 premiers. La définition du plan de la table, la danse d'ouverture, du mariage, créer un bloc de mariage ou un mini site, comment remercier les invités, heu, comment organiser un brunch, et cetera. Bon, 2e possibilité ou plutôt, possibilité complémentaire pour aller enrichir encore son plan et l'enrichir de manière assez pertinente en termes de performance SEO, c'est d'aller, voir pour ce sujet-là, dans les outils à notre disposition, quelles sont les questions que les gens se posent autour de ce sujet-là. Donc très simplement sur Google, aller voir les suggestions, Google, les autres questions que les gens se posent, les recherches associées et également, voilà, je rentre pas dans le détail de tous les outils, possibles et imaginables, on l'a vu dans le précédent webinar, mais, dans les outils, type, SEMrush, on a ce type d'informations-là, facilement accessible. Et le plan ensuite, il faut qu'il ait, une structure qui soit logique et qui soit équilibrée. Donc, par exemple, sur, les 12 conseils pour réussir son entretien d'embauche, derrière, que ce soit l'internaute ou Google, ils vont attendre, de vraiment voir facilement ces 12 conseils. Donc là, on les voit facilement dans les H3. Ça peut être aussi intéressant de mettre directement ces 12 conseils sur 12 H2. Mais là, il y a un choix qui a été fait de splitter en 3 H2 avec le avant l'entretien, pendant l'entretien, après l'entretien, ce qui peut aussi être intéressant. Et on voit aussi, que le mot-clé principal est utilisé dans les H2, entretien d'embauche, réussir. Voilà, et pas trop dans les H3, bon ça pourrait être amélioré. Donc le plan également, ce qu'il faut savoir, c'est que, heu, il doit avoir une forme de pyramide inversée. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on apprend à l'école, mais en contenu web. En fait, l'internaute, il est assez pressé, il a envie d'avoir, directement sa réponse. Donc il faut presque commencer par la conclusion. Il faut avoir le message essentiel dès le départ, le résumé, dès le départ et ensuite on va rentrer dans les détails. Et ça, c'est valable autant pour le lecteur que pour Google. Il faut vraiment lui montrer très rapidement qu'on apporte les réponses. Hem Et ensuite, pour des internautes et des lecteurs, qui veulent plus creuser, qui sont, curieux, eh bien, on va donner, le reste des détails, la suite des explications, même si ça nécessite de placer, par exemple, une conclusion en fin de contenu, alors que, de manière logique, par rapport à tout ce qu'on a eu l'habitude de voir, heu, dans tous les contenus qu'on a créés précédemment, on aurait eu envie de commencer par la définition. Donc répondre à l'intention de recherche dès le départ, et garder en tête aussi que en fait les mots-clés, donc que ce soit le mot-clé principal, les mots-clés secondaires, c'est important de les placer dans les titres parce que les titres, c'est ce que Google voit le plus. Voilà, il faut imaginer qu'il a une lecture diagonale du corps du texte, et qu'il y a un certain nombre d'éléments dans les contenus qui vont avoir beaucoup plus de poids, qui vont être beaucoup plus visibles, de Google, et donc ne pas, enfin bien veiller à mettre, ces mots-clés-là dans les titres. Est-ce que j'en parle après? Oui, dans les bonnes pratiques des titres à chaîne, important de décrire de manière explicite ce qui va être développé. C'est-à-dire, ça sert à rien d'avoir un titre qui est inspirationnel, qui est assez vague, qui est assez générique et que si on le sort de son contexte, bah, on ne sait plus ce que ça veut dire, on ne sait même pas de quoi on va parler, Heu, voilà, on pourrait être tenté parfois de faire des titres comme ça, inspirationnels, comme par exemple, «Viser la lune».
OK, bon, bah, dans son contexte, le lecteur peut comprendre que viser la lune, voilà, si on parle bah, typiquement d'entretien d'embauche, on va être là-dessus, mais si on parle de sport, on va être sur autre chose. Mais en fait, sémantiquement, ça veut rien dire. Google va pas identifier, la spécificité de ce titre et surtout pas identifier que ce paragraphe et ce titre répondent vraiment à la requête, pour laquelle, il pourrait vous positionner. Donc ça vraiment, c'est vraiment à proscrire. Comme je le disais, donc utiliser au maximum les mots-clés dans la requête ciblée, pas en faire trop non plus, hein. On a pas le but c'est pas de faire que du mot-clé, 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 keyword stuffing comme on dit. Ça peut aussi être contre-productif, donc là-dessus, vous pouvez aussi vous inspirer de ce que fait la concurrence. Vous pouvez avoir le mot-clé dans un titre sur 2 par exemple, ou un peu plus en tout cas que la concurrence. Hem, Dans les titres, ne pas hésiter aussi à reprendre les requêtes que les internautes pourraient, rentrer dans Google. Heu, comment faire quelque chose? Pourquoi, ceci? Trouver quelque chose, faire un, et cetera. Et pas des titres qui à aucun moment ne pourraient être, rentrés dans un moteur de recherche, voilà, puisque le mieux il faut vraiment montrer que notre contenu va faire écho à des requêtes. Voilà, les informations les plus importantes à mettre dans les titres de plus haut niveau, qui sont les plus vus, éviter les ponctuations et bien sûr une idée par titre, donc pas multiplier les idées dans chaque titre. Et également, je pourrais rajouter, ne pas, faire plusieurs titres qui ont la même idée. Parce que sinon, on va se prendre les pieds dans le tapis après en termes de rédaction dans les contenus, on va se répéter, ça va pas être bon. Ensuite, l'utilisation du champ sémantique. Donc ça, le champ sémantique, nous chez Senec, on on nos clients peuvent nous le fournir, mais la majorité du temps, c'est nous qui allons le chercher. On a l'habitude de ça, donc ça dépend des rédacteurs avec lesquels vous travaillez, mais en général, heu, c'est à eux d'aller le récupérer, puisqu'il y a des outils, que tout le monde utilise pour ça, et qui fournissent directement le champ sémantique. Donc le plus connu, la référence française, c'est Your Text Guru, pour une requête donnée qui va vous fournir, tout le champ sémantique associé à la requête. Il y a d'autres acteurs, SEO Quantum, Surfer SEO, Doki, Tot SEO, SMJ par exemple. Nous, on le fait, également, pour nos rédacteurs. C'est sûr que Your Text Guru, c'est une référence, mais en fait, tous ces acteurs-là, sachez que gardez en tête qu'ils utilisent les mêmes méthodes, tout simplement. Ils vont aller, scraper, la SERP et ils vont aller identifier les mots qui se retrouvent, les plus fréquemment, qui ont le plus grand nombre d'occurrences de mots-clés, sur la SERP et donc ils vont vous suggérer de les utiliser avec un certain nombre d'occurrences. Donc voilà, en général, les résultats obtenus par les différents outils sont assez proches les uns des autres, mais super important d'utiliser ce champ sémantique puisque, Google les moteurs de recherche doivent comprendre que votre contenu, répond bien au sujet et si vous n'utilisez pas le champ sémantique associé à ce sujet et bien, la conclusion qui va être tirée par les moteurs de recherche, c'est que vous êtes pas pertinent, sur le sujet. Donc, c'est vraiment un facteur important, de ranking, de performance SEO. Même si ça ne fait pas tout puisque ce champ sémantique-là, quand on regarde les scores, qui sont calculés derrière, les scores d'optimisation SEO, c'est purement, la fréquence d'occurrence des mots-clés. Donc ça ne veut pas dire que derrière, votre contenu, il est intelligent, heu, sinon il suffirait juste d'empiler ces mots, les uns à la suite des autres pour ranker, mais c'est pas le cas, il faut qu'ils soient utilisés forcément, de manière intelligente. Hem et donc vous pouvez aussi potentiellement, donner comme consigne, instruction, de rédaction à vos rédacteurs, des scores à atteindre. Là-dessus, assez simple, pareil, il faut, aller voir les scores, du top 10 de la SERP et voir à quel niveau de score il est nécessaire pour ranker. Là, on voit sur la requête organiser un mariage que globalement, il va falloir, enfin, ce serait pas mal de viser un score d'optimisation au-dessus de 100, puisqu'on voit que le premier il est à 123, le deuxième 122, et un score de danger inférieur à 20.
même moins. Le but, donc score de danger, c'est la suroptimisation, c'est-à-dire qu'on utilise, trop d'occurrences des mots-clés. Donc là, ça commence à mettre la puce à l'oreille à Google qui se dit que là, c'est suroptimisé, c'est pas naturel. Donc il faut faire attention à ça et on voit d'ailleurs que le numéro 3 sur la SERP, il arrive numéro 3 avec un score d'optimisation beaucoup plus faible que les autres. Il est seulement à 51 et en fait il a aussi beaucoup moins de mots dans son contenu. Il en a seulement, 1 500 alors que les autres en ont, autour de 3 000. Et en fait, une des raisons pour lesquelles il arrive à faire ça, c'est qu'il a un score de danger, un score de suroptimisation qui est plus faible que les autres. Donc quand le premier, le deuxième, le quatrième et le cinquième sont à 30, il a un score de suroptimisation seulement à 7. Voilà. En tout cas, je précise aussi qu'il faut vraiment prendre du recul sur ces scores parce que c'est basé sur du scrapping, qui peut, mal, scraper les informations, d'une part, ne pas bien accéder aux informations, donc le nombre de mots peut être faux, les scores peuvent être faux et aussi, bien quand vous voyez des acteurs qui sont bien positionnés avec des mauvais scores, et bien, souvent c'est des acteurs qui ont une énorme autorité de domaine, comme par exemple, Wikipédia, comme par exemple des sites du gouvernement ou des sites, très, très autoritaires et donc ça veut dire que vous, avec un site qui est moins populaire, vous allez avoir, besoin de scores, de meilleurs scores pour pouvoir leur passer devant, si c'est possible. Je vois qu'on est un petit peu en retard, donc je vais accélérer un petit peu. Cocon sémantique. Cocon sémantique, c'est l'arborescence, de votre site, l'organisation des pages en catégories, en sous-catégories. C'est super important, dans la création d'un site d'avoir, un site qui est bien structuré, que ce soit pour l'utilisateur ou pour les robots de Google. Là, on part un peu sur la technique. C'est un critère, vraiment important, si les robots, ne voient pas de cohérence et une structure claire, sur votre site, ça va être très compliqué de ranker avec vos contenus. Hem et donc c'est super, c'est indispensable de l'optimiser. Heu donc le cocon sémantique, on peut le résumer en disant que c'est pareil que le silo sémantique, donc ne vous prenez pas la tête à essayer de comprendre la différence entre un silo et un cocon sémantique. Ce serait vraiment assez avancé de voir d'aller chercher la différence, ça peut valoir le coup, mais en première approche, c'est gardez en tête que c'est à peu près la même chose. Donc c'est un ensemble de pages qui sur un site, aborde différents aspects d'un même sujet, différents aspects d'un domaine et d'une thématique spécifique et le résultat, voilà, on appelle ça cocon sémantique puisque toutes les pages sont liées par des liens de maillage. Ça prend la forme d'une grappe ou d'un groupe de contenus, donc qui va traiter de manière exhaustive toute une thématique. Alors pour traiter toute une thématique, il va falloir, répondre à plein de questions et souvent donc ça va nécessiter, un grand nombre de contenus et ces contenus, ils se parlent entre eux. C'est ce qui permet, aussi à Google d'identifier que vous êtes une référence sur le sujet et pas que vous avez juste un contenu qui parle d'un sujet comme ça de manière assez isolée, électron libre, voilà, qui va se dire: «Bah, en fait, ce site, c'est pas forcément une référence, c'est pas forcément les plus, autoritaires, les plus pertinents pour aller parler de ce sujet, donc je vais pas forcément les placer en 1re, position», même si leur contenu est bien. Non, il va falloir un certain nombre de contenus qui se parlent, qui font sens, qui sont cohérents et qui sont reliés de manière logique entre eux pour pouvoir apporter cette épaisseur, cette, légitimité, à pouvoir se positionner, en première page. Donc l'objectif de ces cocons, c'est de permettre aux internautes de trouver facilement les réponses à leurs questions et aussi de plaire aux moteurs de recherche. Et on va aussi voir l'impact, derrière, sur les prochaines slides. Donc le cocon, le silo sémantique, il doit donc regrouper un univers sémantique cohérent. Pour, faire simple, ça ressemble à ce petit schéma-là, même si après, il va y avoir beaucoup plus de pages petites filles ou de pages filles. La page principale, c'est la requête cible, donc ça peut être, souvent c'est une requête, business, une requête, généraliste qui est plus concurrentielle, c'est ce qui va définir l'univers sémantique et en dessous, il y a des sous-sujets qui vont être développés et au sein de ces sous-sujets, d'autres sous-sujets qui vont être, voilà, assez silotés et qui vont
Ça va faire sens qu'ils puissent, se relier les uns aux autres avec des liens de maillage, internes les uns entre les autres. Ces sous-sujets-là, ça va être des requêtes un peu plus longue traîne, un peu plus spécialisées, et qui vont vraiment aussi aller renforcer, la légitimité des pages mères, et la force des pages mères, grâce à ces silos. Donc c'est, les cocons sémantiques, et également, on va le voir après, le maillage qui y est associé, parce qu'au final, c'est ça qui est important, c'est le maillage, c'est les liaisons entre les pages. C'est vraiment hyper, hyper, hyper puissant. C'est vraiment indispensable pour pouvoir espérer ranker en SEO. Donc le cocon sémantique, il apporte de la cohérence à vos contenus, à votre site. Il, permet de propulser, enfin de profiter de toute la puissance du maillage interne. On va le voir juste après. Ça répartit aussi la popularité des pages les unes avec les autres, les unes entre elles. Hem, Ça fait que votre site va pouvoir être un référent aux yeux de Google, et également en termes d'ergonomie et d'expérience internaute, bah, là on est, ça l'améliore, et donc ça permet aussi d'avoir des KPI, d'expérience utilisateur et de trafic qui sont, positifs. Le maillage interne, du coup, associé à ces cocons sémantiques, comme je disais, c'est hyper puissant. Ça va servir d'une part à permettre aux robots, des moteurs de recherche d'aller voir vos pages, de naviguer et de renforcer leur indexation. Donc sans maillage interne, si vous avez des pages, «orphelines» entre guillemets, quasiment, et ben, aucune chance de les faire, ranker, sur les moteurs de recherche. Le deuxième point, c'est donc de transmettre, au-delà de donner cette capacité, de les rendre visibles et de donner cette capacité au moteur de recherche d'aller les visiter, ça va être de faire circuler ce qu'on appelle le jus SEO, le PageRank, la popularité, l'autorité entre vos pages. Heu, le fait d'avoir ces liaisons-là, ça va déjà d'une part, faire transmettre de la puissance de vos pages les plus fortes vers les pages, plus profondes, et ça va, faire prendre une sorte de mayonnaise, qui va, faire prendre la mayonnaise de la visibilité de votre site. Et enfin, comme je le disais, donc faciliter, encourager la navigation des internautes sur votre site, qui vont rester plus longtemps sur votre site, qui vont, voilà, qui vont aussi, avoir une bonne image, de votre marque, qui vont vous considérer comme une référence sur leurs besoins. Voilà, je me répète un peu, mais mauvais maillage interne, c'est vraiment pas de performance derrière. Sachez aussi que la puissance des liens, elle est différente en fonction de là où ils sont situés. Des liens dans le footer, sont moins puissants que, des liens dans le menu, et des liens dans le corps, d'une page contextualisée sont beaucoup plus puissants que des liens dans le menu. Les liens de navigation, c'est encore moins puissant, mais la force quand même des liens dans le menu ou dans le footer, c'est qu'ils apparaissent à un grand nombre d'endroits, et donc même s'ils sont un peu moins puissants, ils vont, envoyer, du jus, de manière assez fréquente. Les bonnes pratiques d'un maillage interne, c'est, au moins 3 liens internes par page, des liens qui sont visibles en termes de design, des liens qui sont positionnés à différents endroits, qui ont différents types d'encre qui vont porter les liens, d'avoir des liens ascendants et descendants, pour faire remonter, un internaute des pages, profondes informationnelles vers les pages business, et descendants pour faire redescendre de la puissance des pages fortes, de la home page notamment vers des pages plus informationnelles. Hyper important aussi de mettre du contexte sémantique autour des liens, c'est-à-dire que si vous avez, un lien de maillage interne qui, qui tombe comme un cheveu sur la soupe, qui n'est pas entouré d'une cohérence sémantique, autour, eh bien, il va avoir assez peu de puissance, enfin, il va avoir moins de puissance. Google va moins comprendre ce qu'il fait là, va moins comprendre la cohérence, et va moins le considérer. Faire du deep linking, c'est-à-dire ne pas oublier de mailler les pages plus profondes. Vraiment veiller à rester sur une thématisation cohérente, parce que si vous avez des liens, sur des su vers des pages dont le sujet est trop éloigné du sujet de la page qui porte le lien, là ça va pas fonctionner, ça va même être contre-productif en termes de SEO. Éviter de multiplier les liens vers la même URL au
sein d'une même page. Donc, ça sert à rien d'en mettre, 10, même 2, je sais même pas si ça sert à quoi que ce soit. Ça va plutôt diluer la puissance, sauf si vous voulez vraiment insister sur certaines pages, mais, voilà, maximum 2 à 3 liens, et en bonne pratique, plutôt un lien, sur une même URL, sur une même page. Éviter la surdilution, c'est-à-dire que si vous avez des pages dans lesquelles il y a trop de liens, ça va vraiment diluer la puissance, puisque la puissance d'une page, se répartit sur les différents liens qu'elle possède. Et si vous avez vraiment beaucoup trop de liens, ça va vraiment diluer la puissance. Hem, Mettre à jour régulièrement ces liens, pour en ajouter, notamment, et aussi pour vérifier que les liens pointent vers des pages qui sont valides. Donc pas des pages qui sont des redirections vers d'autres pages ou des pages qui n'existent plus. Comme je le disais précédemment, surtout pas de pages orphelines. Donc, les pages orphelines, qui sont pas maillées dans votre site, elles vont vraiment être invisibles pour les moteurs de recherche et donc pour les internautes. Elles vont avoir 0 puissance, elles vont rien apporter et pas d'encre cannibale. Donc là, les encres cannibales, c'est des encres, donc c'est les mots qui portent les liens qui font pas sens par rapport à la page de destination et surtout qui sont, des mots, qui sont un autre mot-clé que celui que vous visez avec votre page de destination. Donc là, ça va vraiment pénaliser, ça va tout pénaliser. Ça va pénaliser à la fois votre page qui cible ce mot-clé-là et la page de redirection qui est sur un autre mot-clé. Pour trouver des pages pertinentes à mailler, soit en quick win, vous pouvez soit aller sur Google et taper site de points, le nom de votre site et le mot-clé du contenu sur lequel vous voulez trouver votre maillage interne. Ça va vous sortir toutes les pages, principales, qui parlent du sujet, qui ont une proximité avec ce sujet-là et donc qui vont être intéressantes à mailler. Des outils forcément et puis aussi aller analyser la concurrence pour voir un peu, les idées. Là typiquement on voit que sur, des sujets de SUV, il y a un maillage avec, SUV, de moins de 20 000 €, SUV de moins de 40 000 € et cetera donc voilà. Sachez que les encres donc il faut comme je disais, il faut varier les encres. Il y a 3-4 grands types d'encres, soit des encres optimisées qui sont vraiment le mot-clé que vous ciblez, robe rouge, canapé d'angle, logiciel RH. Des angles également semi-optimisés parce que voilà, il faut que vraiment que votre profil d'encre, soit le plus naturel possible, donc avoir toujours les mêmes encres, ça va être suspect aux yeux de Google. Donc utilisez, des encres semi-optimisées, qui contiennent votre mot-clé, mais qui ne contiennent pas que ça, qui sont entourés, de mots supplémentaires. Des encres également non optimisées, même si, voilà, elles ont un intérêt, hein, pour l'internaute ou pour varier les encres, mais voilà, ça sert à rien non plus d'en faire trop sur ces encres-là, puisqu'elles apportent assez peu de puissance sémantique, puisqu'elles disent pas grand-chose à Google de la logique derrière. Et éviter par contre les encres suroptimisées, qui sont des mots-clés, bien sûr, mais qui ne seraient jamais utilisés de manière naturelle telle quelle dans vos contenus et donc là Google il va s'en rendre compte. C'est pas du tout naturel et donc ça va vous pénaliser. Comment trouver des angles pertinentes? 2 possibilités. La meilleure, c'est la Search Console puisque pour, une page donnée, vous allez, voir, toutes les requêtes, toutes les encres en fait, toutes les requêtes Google qui sont utilisées et qui font que certains internautes viennent sur votre page. Donc c'est des encres que vous pouvez réutiliser pour renforcer, pour montrer à Google que cette page elle est pertinente sur cette encre-là ou alors, des outils, de SEO sémantique, comme SEMrush. Voilà un exemple de cocon sémantique, pour que ce soit un peu plus concret, un peu plus parlant, mais je pense que vous avez compris le principe. Voilà, vous avez, des liens ascendants, sur lesquels le mieux, c'est que les liens ascendants, c'est ceux qui vont faire remonter, vos internautes, vers les pages business, donc essayez de les mettre en haut de page. Les liens descendants en haut de page également ou en corps de page parce que ils envoient de la puissance. Et les liens entre les pages filles, ou les pages sœurs plutôt, ceux-là, vous pouvez les mettre en bas de page, voilà, essayer de répartir un peu les liens sur les différentes pages, et de construire des cocons, cohérents en termes de thématique et en termes de sujet. Voilà, j'ai un petit peu débordé, mais c'est tout pour aujourd'hui et si vous le souhaitez, on va préparer le prochain webinar qui sera donc la partie 3 sur comment produire des contenus
performants, des contenus, optimisés SEO, des contenus qui génèrent du business, faire des contenus un vrai levier d'acquisition. Donc la prochaine fois, on verra, les bonnes pratiques de la rédaction, les bonnes pratiques de l'optimisation SEO, donc les bonnes pratiques de la rédaction web, de la rédaction de qualité web, de l'optimisation SEO. Qu'est-ce qu'un contenu, optimisé SEO? Les bonnes pratiques de copywriting pour des, contenus, orientés, vente et conversion, des bonnes pratiques par format, par type de texte, et enfin le quatrième webinaire. Hem, voilà, je répète que vous pouvez télécharger pour aller plus loin sur le SEO, notre étude, sur, l'avenir du contenu web et SEO. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat et j'y répondrai avec plaisir, ou vous pouvez me contacter, en dehors du webinaire bien sûr, ou nous contacter et on y répondra avec plaisir. Je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions dans le chat donc c'est peut-être que tout était clair. En tout cas, on reste à votre disposition, et merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.